Salut tout le monde, c'est Trèfle. Et Michel Kenobi. Bienvenue dans cet épisode pilote de This is Science. L'objectif de ces vidéos sera de vous présenter le monde merveilleux de la physique et de vous en expliquer les différents principes. Si vous voulez savoir comment marche un micro-ondes, comment volent les avions, Comment fonctionne une guitare électrique, comment sont effectués les calculs dans les sociétés d'ingénierie, ou découvrir d'autres algorithmes bien méchants. ou même pourquoi les télés d'avant étaient immenses alors que celles d'aujourd'hui sont toutes fines, et enfin, comment une fourmi peut vous aider à trouver votre chemin, c'est ici qu'il faut être. Pour ce premier épisode, nous allons parler de la base de la mécanique telle que définie par Newton. Pour ça, nous allons donc vous présenter les trois lois de robotique? Non, les trois lois de Newton. Ah oui, pardon. Donc avant d'attaquer le vif du sujet, voyons un peu qui est Newton et qui se cache derrière ce personnage connu pour regarder tomber les pommes. Newton est né le 4 janvier 1642. Son père meurt alors qu'il est âgé de 3 mois et lorsque sa mère se remarie 3 ans plus tard, il sera confié à son oncle. Le jeune Newton n'étant pas très doué pour le travail au champ, il aura l'occasion d'apprendre en étant envoyé à l'école. En 1656, à la mort de son second mari, la mère d'Isaac Newton décide de rentrer dans sa ville d'origine et retire son fils de l'école avec espoir d'en faire un fermier. Cependant, le jeune Newton ne montre aucun talent particulier pour les tâches agricoles. Une légende raconte qu'on l'a même retrouvé un jour sous une haie perdu dans ses pensées au lieu d'aller faire le marché de Grantham. Heureusement, un de ses anciens professeurs a reconnu le génie de Newton et persuadera sa mère de le laisser reprendre des études. Ainsi, en 1661, Newton intégrera le Trinity College de Cambridge en tant que subsider. Un étudiant qui, au lieu de payer les droits d'inscription, effectue des tâches domestiques pour le compte de l'établissement. Il semble qu'une grande partie de l'inspiration de Newton lui était insufflée par Isaac Barrow, un professeur de mathématiques et théologien de renom qui était à l'époque dans le Trinity College en même temps que Newton. Ce dernier cultivera le génie de Newton et ainsi Newton obtint son diplôme en 1665. Cela dit, si nous parlons de Newton aujourd'hui, c'est pour vous présenter la base de la mécanique newtonienne, qui, comme son nom l'indique, est une branche de la mécanique créée par Newton. Pour ce faire, Newton écrit dans son ouvrage majeur Principia Naturalis Philosophiae Mathematica. Principe mathématique de la philosophie naturelle en français. Donc dans ce livre, Newton écrira 3 lois, aujourd'hui connues sous le nom des 3 lois de Newton, qui sont le fondement de la mécanique classique dite newtonienne. Le premier principe dont nous allons parler aujourd'hui est le principe d'action-réaction. Newton avait compris que lorsqu'un corps A applique une force sur un corps B... Attends, il faut deux bonhommes? Non, on parle ici de corps au sens physique. Par exemple, cette peluche est un corps. Ce livre que tu apprécies tant est un corps. Ce corps est un corps. L'air ambiant peut même être considéré comme un corps. Ainsi... Attends, j'en étais où? Tu parlais d'un corps A qui appuyait sur un corps B en fait. Ah oui, c'est vrai que c'est ça. Donc Newton avait compris que lorsqu'un corps A applique une force sur le corps B, il existe une force opposée appliquée par B sur A. Un exemple de base, le château de cartes. La carte de gauche applique une force sur la carte de droite applique une force sur la carte de gauche qui est opposée, et donc l'ensemble tient en équilibre. Donc Newton il fait des châteaux de cartes. Entre autres, mais Newton a fait aussi bien mieux, car grâce à son principe, on fait aujourd'hui marcher les avions en réaction. Le principe de fonctionnement de ces avions est de projeter de l'air à grande vitesse vers l'arrière, et ainsi créer une force de poussée qui va permettre à l'avion de s'élancer et décoller. Donc si j'ai bien compris, une voiture qui roule, ses roues appliquent une force vers l'arrière sur la route, et du coup la voiture avance vers l'avant. Exactement. La deuxième loi exprimée par Newton est connue sous le nom de principe fondamental de la dynamique. Ce dernier nous dit que la somme des forces appliquées à un corps est égale à sa masse multipliée par son accélération. Attends. Ceci est vrai seulement si on est dans un référentiel galiléen. Alors, un référentiel galiléen, qu'est-ce que c'est? Donc tout d'abord, définissons un référentiel. Un référentiel, c'est tout simplement le point de vue que l'on va adopter pour observer une expérience. Donc si nous on est une expérience, la caméra ça peut être le référentiel. Exactement. Mais est-ce que c'est un référentiel galiléen? Alors c'est là que c'est plus compliqué, parce qu'en fait, on se heurte à une boucle de définition. Ouais, c'est pas faux. C'est quoi que t'as pas compris? Bah, référentiel, boucle de définition. Ah, pardon. Oui, donc en fait, le problème c'est que le référentiel galiléen est défini comme un référentiel dans lequel s'applique le principe d'inertie, qui lui-même est défini comme s'appliquant dans un référentiel galiléen. Donc vous le voyez bien, les deux définitions s'entre-utilisent et donc on est un peu bloqué. Bon, dans la réalité, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on considère comme galiléen un référentiel qui est soit immobile, soit en mouvement suffisamment proche de rectiligne uniforme. Par exemple, la caméra est posée sur le sol de la Terre, donc on considère que c'est un référentiel terrestre. Les expériences ayant lieu dans ce référentiel sont considérées comme galiléennes pour des durées de quelques secondes maximum.
Pourquoi quelques secondes en fait? C'est parce que c'est une durée courte par rapport à la rotation de la Terre, donc aux 24 heures qui constituent une journée. De la même façon, si on prend le centre de la Terre, on peut considérer que c'est un référentiel galiléen pour des expériences de quelques jours maximum, durée faible par rapport aux 365 jours de l'année. Et enfin, si on prend le référentiel héliocentrique, centre du Soleil, là nous avons plus de temps puisque c'est par rapport à une année galactique, durée de la rotation de la galaxie, qui est d'environ 225 à 250 millions d'années. Donc, dans un référentiel galiléen, la somme des forces appliquées à un corps est égale à sa masse multipliée par son accélération. Ce qui signifie que pour mettre en mouvement une balle de ping-pong et notre A380, il faudra beaucoup plus de force pour la 380. Dans la pratique, ça peut nous servir à calculer la trajectoire de la chute d'une balle lancée à une vitesse définie, ou, pour en revenir à notre avion, à calculer la distance nécessaire au décollage. Faisons le calcul, sachant que la poussée des réacteurs d'un A380 est de 1400 newtons si l'on fait la somme de la poussée des 4 réacteurs. et que notre avion pèse 575 tonnes, ce qui fait en système international 575 000 kg, ceci est le poids maximum au décollage. Grâce au PFD, on peut donc calculer l'accélération de notre avion. D'autre part, on sait que pour décoller, un A380 doit atteindre la vitesse de 325 km/h, donc toujours en système international, cela fait 90,2 mètres par seconde. Connaissant l'accélération qu'on nous avons calculée précédemment et la vitesse à atteindre, on peut calculer le temps et donc arriver à la distance nécessaire à notre avion pour décoller. Si l'on fait le calcul, on trouve la valeur. De 1671 mètres. Cette valeur n'est pas la valeur réelle nécessaire à la 380 pour décoller. En effet, dans notre calcul, nous avons simplifié et nous avons choisi d'ignorer la résistance de l'air sur l'avion et les frottements des roues. La valeur réelle est plus. Aux environs de 2750 mètres. On peut donc voir que les frottements sont importants et qu'on ne peut pas les négliger dans tous les cas. Le dernier principe que nous allons voir aujourd'hui est le principe d'inertie. Ce dernier nous dit que pour tout corps, soit immobile, soit en mouvement rectiligne-uniforme, alors la somme des forces qui s'appliquent sur ce corps est nulle. Pour en revenir à notre oiseau de métal, notre avion est maintenant en vol, à vitesse constante, ce qui signifie que la poussée des réacteurs est compensée par la résistance de l'air et que la portance des ailes est compensée par le poids. Ainsi, il va continuer à vitesse constante et voler vers d'autres cieux. Comme la Team Rocket ? Non, la Team Rocket, elle monte et puis elle descend, donc elle n'est pas en mouvement rectiligne uniforme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires. et à bientôt pour la prochaine vidéo. Sur le push de ton choix, tu cliqueras. Cette vidéo, tu partageras. À cette chaîne, tu t'abonneras.